palpitations cardiaques, nausées, paralysie, incapacité de se lever pour affronter la journée, malaise physique complet, brouillard mental. Aujourd'hui, je te parle d'anxiété, plus précisément d'anxiété généralisée. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu différente de ce que je fais habituellement. Habituellement, je vous présente des journées, le fun, un peu bubbly, aussi des suggestions lecture. Je ne m'en suis jamais cachée sur les réseaux sociaux, j'en parle ouvertement. Je suis une personne assez livre ouvert dans la vie et c'est un sujet que je traite très souvent, notamment dans mes publications, dans plusieurs de mes romans également. Qu'est-ce que c'est une personne tag? Il s'agit d'une personne avec un trouble anxieux généralisé. À l'âge de 30 ans, après une très difficile séparation et plusieurs mois de consultation, j'ai été diagnostiquée tag. Je savais depuis de nombreuses années qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond avec ma santé mentale. Je m'en doutais et tout mon entourage également. Qu'est-ce que c'était? C'était difficile à dire. En fait, moi, de mes amis, ma famille, j'étais qualifiée comme une personne très émotive, stressée, angoissée, peureuse et parfois juste trop. Trop émotive, trop intense, trop peureuse, j'imaginais des scénarios catastrophes et ça vient depuis très très jeune. Souvent en thérapie, on essaie de trouver d'où est-ce que ça part, ce mal-être-là, ce stress-là, il doit y avoir un élément déclencheur. Très honnêtement, aujourd'hui, à 39 ans, je peux même pas vous dire d'où est-ce que ça part exactement, sinon qu'il y a eu plusieurs événements dans ma vie qui, je pense, ont mené à des anxiétés démesurées sur certains sujets. Moi, je suis pas une personne, ou en tout cas, je n'étais pas une personne qui éprouvait une anxiété sociale, et ce, jusqu'à la pandémie. Avant ça, ça a toujours été de l'anxiété liée à la maladie, la perte d'être cher, des catastrophes, peu importe la catastrophe. Je vous expliquerai éventuellement comment est venue ma peur, notamment du feu, des armes à feu, des tueries de masse. Je vous expliquerai tout ça et ensuite de ça aussi comment j'ai développé une anxiété sociale après la pandémie. Anxiété que je suis arrivée quand même à contrôler parce qu'aujourd'hui j'ai des outils. Je suis aussi médicamentée, je ne me gêne pas de le dire, ça me dérange tellement pas de le dire. Il y en a, on dirait pour qui ça les trigger puis que c'est quelque chose comme si c'était un peu une défaite. Moi, non, la médication m'a vraiment beaucoup aidée dans ma vie. Aussi la thérapie, en parler, lire sur le sujet. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis tellement longtemps. Je me souviens, très très jeune, une des peurs que j'avais, c'était le feu. Pourquoi le feu? C'est sûr que ça a mis du temps avant que ça revienne. Mes parents me disaient souvent, mais Marie, tu sais, le feu qu'il y a eu chez nos voisins, peut-être que c'est ça qui a déclenché cette peur-là. Probablement, j'étais très jeune, je devais avoir 9 ou 10 ans à l'époque et les voisins ont vécu un incendie et ils sont venus cogner à la maison. C'était des anglophones, mais cogner comme vargés dans la porte, c'est sûr, hein, sont en panique, leur maison est en feu. Et moi, j'ai pensé à l'époque, je me souviens dans ma petite tête de fille de petite fille de 9-10 ans, j'étais couchée sur le point de m'endormir et j'ai pensé qu'on nous attaquait. J'ai pensé à des voleurs, j'ai pensé à invasion de domicile. À l'époque, je ne savais pas ce qu'était une invasion de domicile, mais j'imaginais que c'était des gens qui nous voulaient du mal. Et ça m'a énormément traumatisée. Le feu était vraiment très intense et éventuellement, bon, les pompiers, nous, on habite dans un coin reculé quand même, là, on est en campagne. Ben aujourd'hui, c'est plutôt la campagne, mais dans le temps, c'était un peu plus tranquille, sur le bord d'un petit lac, quand même reculé, assez loin de la caserne des pompiers. Donc, ça a pris du temps, la maison a été une perte totale. Et je me souviens de mon père avec des tuyaux, des boyaux d'arrosage qui essayaient d'arroser la maison pour pas que le feu non plus traverse chez nous, parce qu'il y a beaucoup d'arbres qui séparent les deux maisons. Et ça a été un immense traumatisme. Là, je me souviens, petite, je serrais tous mes trucs importants dans ma tête de petite fille dans des sacs à souliers de gymnastique que j'avais à l'école et je mettais ça en dessous de mon lit en me disant que si jamais le feu prenait, j'allais juste tout ramasser ce qui était important. Bon, pas si important quand on y pense aujourd'hui, là, des toutous, des vêtements, vraiment pas, mais c'est quelque chose qui m'a habité vraiment longtemps. Puis j'ai traîné ça même jusqu'à l'âge adulte. J'ai encore peur du feu aujourd'hui, mais j'arrive à me contrôler.
Mais je me souviens d'un moment probablement de ma vie que j'étais plus stressée. Dans ma jeune trentaine, j'habitais plus loin de mon travail. Là, j'habite vraiment à 10 minutes, mais j'habitais à peu près 20-25 minutes. Et je me souviens de partir sur la route et de revenir vérifier 3-4 fois qu'il n'y ait rien qui touche au calorifère. Je voulais pas que mon chat passe au feu. S'il y avait quelque chose, que je vérifiais que le poêle était fermé. Ça m'habitait là totalement. Puis j'arrivais au travail des fois, il fallait vraiment que je me concentre à ne pas retourner chez moi pour vérifier. Je suis arrivée en retard au travail souvent à cause de ça. Heureusement, ma mère et ma patronne, elle savait que mon anxiété était bien réelle. Je dis pas que ça excuse tout, là, vraiment pas, mais j'arrivais très souvent, là, très, très juste au travail et c'était lié à cette anxiété-là. La peur de perdre les gens que j'aime, la maladie, je sais pas pourquoi j'ai toujours eu à ce point-là peur de la mort. Aujourd'hui, pas que j'ai fait la paix avec ça, mais j'ai quand même beaucoup lu sur le sujet. J'ai un sentiment, une relation vis-à-vis de la mort qui est un peu plus posée, un peu plus... j'ai encore peur, évidemment, mais j'arrive à relativiser. À l'époque, je me souviens, puis je dis toujours à l'époque, mais tu sais, ça fait pas si longtemps non plus, j'avais tellement peur de perdre mes parents. C'est une peur là, qui m'habite encore. Tu sais, je suis rentrée à 39 ans et tous les soirs, même si ma mère est ma voisine et qu'on se voit pratiquement tous les jours, je dois absolument lui poser les 3 mêmes questions. Je sais, là, c'est intense. Je pense qu'on appelle ça un toc, là. J'ai besoin de lui demander si tout va bien, si elle va vivre vieille, vieille, vieille et qu'on va être heureux longtemps, longtemps. Et il n'y arrivera rien. J'ai besoin qu'elle me dise qu'il n'y arrivera rien. Bon, là, on s'entend, ça peut être une pression énorme. Je sais, il y en a qui me disent des fois, mon Dieu, imagine la pression que tu mets sur ta mère, tu sais, de toujours te répéter tout ça. J'en suis consciente. Ma mère est consciente que je sais que c'est pas parce qu'elle me dit ça qu'il arrivera rien. J'ai comme juste besoin de l'entendre me le dire. C'est comme ça me rassure avant d'aller me coucher. Ma mère le fait avec tout l'amour qu'une mère peut porter à sa fille. On se dit bonne nuit, ça dure 2 minutes. Puis bon, c'est terminé. Je suis consciente qu'éventuellement, un jour, ma mère sera probablement plus là. Hein. Si on suit le cours normal des choses, elle devrait partir avant moi. Quoique, tu sais, c'est ça, on sait jamais, mais advenant qu'elle parte avant moi, j'aurai plus ça pour m'endormir, tu sais. Et je suis tellement intense, et là, je vais loin, je le dis là, sans censure, j'ai déjà enregistré ma mère en train de me dire ce qu'elle doit me dire pour que je puisse bien dormir. Vous voyez à quel point c'est... Tu sais, il y en a qui vont dire, ben moi aussi, je suis stressée, moi aussi, je fais de l'anxiété dans des situations données. Tu sais, par exemple, la veille d'un oral à l'école, la veille d'un gros examen, avant un mariage, avant d'aller parler en public. Mais là, je reviens à parler en public, là, mais ça, pour moi, c'est pas quelque chose de grave, mais c'est quelque chose qui revient souvent quand les gens me parlent de stress, d'anxiété. Quand il y a un réel danger, tu sais, c'est normal de vivre une anxiété là, spontanée par rapport à ça, un gros stress. Moi, quand je parle d'anxiété généralisée, de l'anxiété chronique qui handicape ta vie, c'est une anxiété qui survient pratiquement tous les jours pour tout, pour rien, et qui souvent te paralyse. Moi, là, une des conséquences de mon anxiété, c'est que je deviens bonne à rien. Je suis autrice, je suis aussi coiffeuse. Quand je dois écrire et que je ne vais pas bien, ça fonctionne pas. Le mythe des gens, que les artistes doivent être tourmentés pour créer, ça existe peut-être pour d'autres, mais pour moi, c'est vraiment pas le cas. Je dois bien aller, je dois être bien. Quand je ne vais pas bien et que ma tête est à spin, il n'y a rien de bon qui en sort. Aller travailler au salon de coiffure, aujourd'hui, ça va bien, mais je me rappelle que jeune, une de mes très, très grosses anxiétés, là, c'était mon rapport par rapport à l'amour. Là. Mes relations amoureuses ont été très compliquées très longtemps. Probablement parce que j'étais très intense, aussi parce que j'ai peut-être pas toujours rencontré des bonnes personnes non plus. Mais moi, en peine d'amour, je ne fonctionnais plus. Là, aller travailler pour moi, c'était un effort surhumain. Et ça a choqué énormément mon entourage. Puis j'ai essayé de me défaire de ça. Aujourd'hui, à 39 ans, après plusieurs années de couple avec mon conjoint et on a des enfants, tu sais, si on avait à se séparer, je pense que j'arriverais à fonctionner quand même parce que je sais qu'il y a toujours quelque chose de beau après. Je sais que la fin d'une relation n'est pas une finalité en soi, même si j'ai la peine d'amour très, très dure. Mais ce que je veux dire, c'est que quand j'étais en moment de stress intense et d'anxiété pour
plein de sujets, pour plein de raisons différentes, parce que c'est ce que c'est l'anxiété généralisée, ben je fonctionnais plus. Je pouvais passer littéralement des journées assises sur mon divan à fixer le mur. Rien d'autre. Je ne mangeais pas, je ne me levais pas pour aller aux toilettes non plus. J'étais comme paralysée. Et ça, c'est quelque chose qui m'arrive encore très souvent. Je vais donner un exemple en pleine pandémie. Alors, parce que, en fait, je vais revenir à ça, à la pandémie, mais moi, j'ai été médicamentée de l'âge de 30 ans à 32 ans, pendant 2 ans. Et j'ai pris énormément de poids. Et ça ajoutait une couche à mon anxiété. Je sais pas si, quand je parle d'énormément de poids, c'était une vingtaine de livres. Pour moi, c'était beaucoup. Mais j'ai mis ça, on entendait souvent que des antidépresseurs, de la médication pour régler les troubles de l'humeur, ça pouvait faire engraisser. Moi, ça a été mon cas. Et ça m'a énormément angoissée. J'ai arrêté de prendre ma médication pendant quelques années et j'ai recommencé au moment où j'ai décidé d'essayer de tomber enceinte. Parce que je me disais, moi j'ai repoussé la maternité très longtemps parce que j'avais peur de ne pas être une bonne mère, j'avais peur de rejeter mon angoisse sur mon enfant et aussi d'avoir une grossesse tellement anxieuse que ça allait nuire au bébé, tu sais. Et quand j'ai décidé avec mon amoureux d'essayer de fonder, d'unir notre famille, mon conjoint a déjà 2 enfants et quand j'ai décidé de vouloir un enfant finalement, j'ai consulté mon médecin et je lui ai dit, je pense que je vais avoir besoin d'une médication. Est-ce qu'on peut prendre de la médication même si on tombe enceinte? Et mon médecin m'a assuré que oui. Dans mon cas, c'était mieux de prendre de la médication que pas. Tu sais, ça faisait déjà quelques années qu'à force de discuter avec mon médecin, il aurait probablement fallu que je continue de prendre d'être médicamentée finalement, mais voilà. Et bon, j'ai recommencé à prendre de la médication, je dirais au printemps 2021, je pense, et je suis tombée enceinte en septembre qui a suivi, ou peut-être même un peu avant que j'ai commencé, mais bon. Et je continue depuis, ma fille va avoir 3 ans, tout va bien, mais en pleine pandémie 2020, tu sais, 2020-2021, je ne prenais pas de médication et est survenu un événement dans ma vie qui m'a fait, mon Dieu, qui a généré une anxiété, là. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu d'épisode comme celui-là. Est arrivé un moment où je suis allée faire pipi et j'urinais du sang. Bon, c'est bizarre, de même. Ce n'était pas des règles, j'urinais du sang. Une hématurie macroscopique et la présence de sang visible dans les urines. Et ça, là, j'avais pas de douleur, j'avais rien. Je me suis levée un matin, je pensais que j'avais mes règles. J'ai pris soin de ma santé féminine et plus tard dans la journée, quand je suis allée retirer, j'ai vu que j'urinais du sang, ça ne venait pas de la même place. Et là, je me suis mise à paniquer, je me suis mise à lire, chose qu'il ne faut pas faire sur Google, Docteur Google. Et ben là, moi, j'imaginais un cancer de la vessie, un cancer du rein. C'était la panique totale. J'ai commencé par passer un test d'urine. Après ça, j'ai eu des prélèvements sanguins. J'ai passé un test aussi, comment on appelle ça, un scan de coloration, là, tu sais. On m'a injecté de l'iode pour aller colorer mes organes. Après ça, j'ai passé la caméra directement dans la vessie. Bon, j'ai passé plusieurs tests, mais moi, j'étais convaincue que j'allais mourir et ne jamais être maman. J'ai passé des journées entières. Tu sais, déjà, c'était anxiogène, la pandémie. Avec tout ce qui était incertain, c'était pas la fin de la pandémie, c'était le début de la pandémie. J'ai passé du temps assis sur mon divan là, à ne rien faire d'autre que d'imaginer comment allaient survivre mes parents à mon décès, parce que, bon, mes parents, je suis enfant unique, peu importe que tu aies des frères ou des sœurs, perdre un enfant, c'est dégueulasse, je pense que c'est la pire chose qui puisse arriver, et on est très, très proches, mes parents et moi, je sais que si il m'était arrivé quelque chose, il m'arrivait quelque chose, je sais pas comment ils s'en remettraient, et aujourd'hui, maintenant que je suis maman, je sais que ah mon Dieu, je veux même pas y penser. Ça aussi, c'est un truc qui me cause beaucoup d'anxiété, mais ça, je pense que c'est comme ça un peu pour tous les parents. Ça dépend du niveau, comment tu gères la chose. Mais je passais mes journées assises sur mon divan à fixer le mur en me disant « Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Comment je peux pas croire que je vais mourir à 33 ans. » Bon, c'était intense jusqu'à ce que finalement, j'avais rien. J'avais rien. Ça peut être une pierre qui a passé. Moi, je pensais que des pierres au rein et des pierres à vessie, c'était extrêmement douloureux en tout temps. On me dit que non, ça pouvait arriver que ce ne le soit pas. Et moi, clairement, j'avais rien ressenti. C'était vraiment un moment difficile qui m'a causé des vomissements, des problèmes intestinaux.
Mon Dieu, je faisais de l'insomnie et ça a été lourd pour mon conjoint. Donc, tu sais, je reviens dans le passé avec d'autres conjoints, mon anxiété pour plein de choses. Tu sais, il y avait une chicane de voisins, une dispute de voisins et j'imaginais qu'ils allaient venir nous assassiner, là. C'était toujours à l'extrême. Est-ce que j'en suis guérie aujourd'hui? Non. Est-ce que je vais mieux? Oui. Est-ce que je le gère mieux? Oui. Encore une fois, encore aujourd'hui, s'il y a des petites disputes, même aussi minimes soient-elles avec des voisins, j'imagine le pire, là. Mais je me parle, j'arrive à relativiser. Mon conjoint est super bon avec moi pour ça aussi, m'aider à relativiser. Et quand je disais que j'avais pas d'anxiété sociale, mais que je l'ai développée avec oh, j'ai la visite. Viens dire bonjour. Oui, tu viens faire un coucou. Oh, tiens pas tout. Ah, tu vois, vous voyez ça, c'est un de ceux qui m'a aidé avec mon anxiété. Attention, mon chien. Mais attendez, je vais fermer la porte. Donc, quand je parle d'anxiété sociale due à la pandémie, ben ça aussi, tu sais, c'est venu vraiment, c'est devenu très intense. Je me souviens d'une fois où, tu sais, bon, les complotistes, tout ça, tu sais, il y avait beaucoup de choses qui circulaient sur les réseaux sociaux et je n'aurais pas dû lire ça, mais je le lisais quand même et ça venait, oh mon Dieu, que c'était anxiogène. Et je me souviens d'une fois quand les restaurants ont rouvert, tout ça, ma gang d'amis voulait aller manger au restaurant à Montréal. Il y avait eu quelques fusillades à Montréal. C'était comme une période où il y avait eu plusieurs fusillades. Et là, j'envisageais vraiment de ne pas y aller. Sur le coup, j'ai dit oui, puis après ça, j'étais sur le point de me rétracter. On s'en allait manger dans le vieux Montréal et j'imaginais juste une tuerie de masse. Et ça, tu sais, ça peut créer des conflits. Tu sais, mes copines étaient juste comme, ben voyons, Marie-Christelle, on s'en va avoir du plaisir. Puis sur le coup, je leur ai pas dit que c'était ça qui m'angoissait. Ça a pris un petit moment, là, tu sais, quand j'ai vu qu'elles étaient fâchées parce que elles avaient juste l'impression que je voulais pas y aller avec elles puis que j'avais pas envie d'être avec elles puis qu'elles étaient comme, voyons, arrête, là, tu sais. J'avais l'air de me trouver des excuses, là, tu sais, c'est correct de pas vouloir aller au restaurant, de pas avoir envie d'y aller. Mes amis se sont pas fâchés pour ça en général, mais je veux dire, là, j'avais l'air de me trouver des excuses. Quand j'ai expliqué c'était quoi mon problème, ils ont fait, OK. Elles m'ont vraiment aidée cette soirée-là. Un coup arrivé sur place, ça va, mais c'est l'anticipation avant. Là, j'imaginais qu'on allait se faire zigouiller au restaurant. Et ça, tu sais, quand je parle que l'anxiété crée beaucoup de problèmes dans la vie en général, c'est ça, tu sais, ça peut brimer des situations, ça peut ternir des occasions qui pourraient être super belles, qui sont censées être super belles. Donc voilà, l'anxiété sociale que j'ai développée, tu sais, sortir aller à l'épicerie, j'imaginais souvent des fusillades. Et ouais, c'est ça. Fait que pour tous ceux et celles qui vivent de l'anxiété, je vous comprends, je vous entends. Les témoignages que vous m'envoyez sur les réseaux sociaux concernant votre anxiété, vos stress, vos peurs, me touchent tout le temps énormément. N'ayez jamais peur de m'écrire à ce sujet-là. Mais si je peux vous dire une chose, aujourd'hui, je fais une vidéo pour vous expliquer un peu mon anxiété à moi. Elle est générée comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. J'explique des situations qui me sont déjà arrivées en me disant que peut-être que si une de mes situations vous fait penser à une situation que vous avez déjà vécue, que vous vous sentirez moins seul. Mais je pense que l'important, c'est d'en parler. Moi, j'ai toujours été un livre ouvert, vous le savez, je me répète, j'en parle sur les réseaux sociaux, mais d'en parler avec sa famille, avec ses amis, essayer de leur faire comprendre, tu sais, parce que quelqu'un qui vit pas d'anxiété au quotidien, c'est difficile de comprendre ça, tu sais, c'est difficile de gérer ça. Tu sais, moi, une des anxiétés aussi, une des peurs que j'ai, c'est comment les gens me perçoivent. J'ai toujours été comme ça, mon image, ce que je projette, tout ça. Et souvent, mais ça a fait l'effet inverse, tu sais, en ayant tellement peur qu'on me prenne pour ce que je suis pas ou qu'on me juge, ben je changeais de personnalité et là, j'étais plus propice à être jugée, tu sais. Je vais aller encore plus loin dans mes démons. J'ai toujours été une personne qui a de la difficulté avec son apparence. J'ai énormément de complexes que j'essaie de gérer et de régler en vieillissant. Certains complexes n'existent plus, j'en ai des nouveaux, il y en a avec lesquels j'ai appris à vivre, mais tu sais, pour moi, mettre un maillot de bain, c'est vraiment pas agréable. Et même seule avec mon conjoint ou avec mes enfants,
J'habite sur le bord d'un lac, tu sais, on est toujours dehors, on fait du pédalo, on fait du kayak, tout ça. Mettre un maillot de bain, oh mon Dieu, c'est vraiment, là, pour moi, la fin du monde. Puis, entre amis, ça a causé aussi des discussions. Tu sais, j'ai une amie qui a une piscine chez elle, puis elle fait souvent des pool parties. Puis moi, ben, tu sais, je restais en robe, je mettais mes jambes dans l'eau, prendre un verre avec tout le monde, être là, essayer de camoufler un peu le fait que moi, je ne me baigne pas. Puis, c'est des amis que j'ai depuis une vingtaine d'années, là, puis ils étaient comme, Marie, pourquoi tu te baignes jamais? Je disais toujours que j'aimais pas me baigner. C'est pas vrai. Je ne veux pas être en maillot devant des gens. C'est atroce pour moi. Tu sais, là, je vous en parle, là, c'est la première fois que je l'admets à voix haute publiquement. Là, j'en ai parlé à mes amis, à ma famille, tout le monde est au courant dans mon entourage, mais de le dire comme ça, tu sais, c'est vulnérabilisant quand même, là. Mais ouais, je me rappelle, pis ça, l'été passé. L'été passé où il y a 2 étés. Puis mon ami était comme, Marie, on est juste toi, moi, mon chum, ton chum. Je le sais. Je le sais. Mais j'ai l'impression que tout le monde va regarder mon défaut, mon petit bourrelet, ma cellulite, Puis tu sais, je le sais là que mes amis ne me jugent pas, je le sais, mais c'est moi par rapport à moi et ce que j'imagine que les autres pensent de moi. Je trouve ça tellement difficile de s'accepter. Puis c'est pas quelque chose que je veux léguer à ma fille, à ma belle-fille ou à mon beau-fils, par exemple. Fait que j'essaie très fort de ne pas me critiquer devant eux. Reste que j'ai vraiment, vraiment de la difficulté avec mon apparence physique, ce qui fait que... mais ça m'empêche pas de foncer, tu sais, ça m'empêche pas de parler à une caméra, ça m'empêche pas... tu sais, je contrôle un peu mon image à quelque part. Des fois, j'essaie de lâcher prise, mais je contrôle, tu sais, ce que je partage. Mais d'être devant tout le monde en maillot de bain, oh mon Dieu, c'est quelque chose... c'est une grosse hantise pour moi. Et ça, ben, ça a causé, encore une fois, je me répète, des fois, de mes amis qui étaient comme, ben voyons donc, tu sais, comme tu t'empêches d'avoir du plaisir, il fait 32 degrés dehors, tu sais, t'as chaud, puis tu te baignes pas. Je pense que le moment où j'ai un peu plus lâché prise, c'est quand j'ai eu ma fille, justement, parce qu'elle, elle veut y aller dans l'eau. Fait que là, je me suis comme parlé avec une petite short. Un maillot de bain qui ne découvre pas mon ventre non plus. Là, je me suis parlé, puis tu sais, je suis allée avec elle en me disant comme, OK, tu sais, on se calme, là. Je pense que quand on devient maman, il y a quand même beaucoup de choses qui prennent le bord, puis on voit la vie d'une façon différente. Ça a été mon cas, heureusement, mais bon, tout n'est pas réglé. Alors voilà, anxiété sociale qui est venue avec la pandémie, mais qui se gère quand même plutôt bien. Anxiété face à mon apparence, mais qui se gère plutôt bien en vieillissant aussi, que j'arrive, tu sais, à contrer. Bon, la peur de perdre ma fille, mes enfants, mon amoureux, surtout que j'ai vécu un décès très, très difficile dans les dernières années. Mon dernier roman parle de ce décès-là, 1000 fragments de nous. Ma grande amie Caroline a perdu son amoureux tragiquement, le père de ses 2 enfants, et ça, c'est venu éveiller encore une fois en moi ma peur de perdre les gens que j'aime. C'est vraiment particulier vivre de l'anxiété au quotidien. On est plusieurs dans ce bateau-là. Je pense que la santé mentale, c'est le mal du siècle, hein. On est tous et toutes, à quelques égards, un peu pris dans des trucs difficiles. Bon, je dis pas que tout le monde est atteint de maladie mentale, là, c'est vraiment pas ça, mais je veux dire, on est beaucoup quand même. Je pense que probablement que les réseaux sociaux n'ont pas aidé la cause. Je dis pas que les réseaux sociaux sont mauvais, là. Je veux dire, je suis sur les réseaux sociaux à la semaine longue pour vous faire découvrir mes romans, pour vous faire aimer ce que j'écris, mais je pense quand même que ça a des mauvais côtés dans plusieurs sphères de nos vies, dont l'acceptation du corps, hein, évidemment. Mais tu sais, aujourd'hui, c'est un peu plus quand même nuancé, là. Il y a quand même un peu plus d'acceptation du corps, on en parle un peu plus. Donc, c'est ça, il y a des bons et des mauvais côtés. Donc, là, je vous ai raconté mon anxiété, comment je la vis, des événements qui sont arrivés pour vous expliquer un petit peu plus comment ça se traduit dans mon quotidien, mon anxiété. Aujourd'hui, je suis maman, je suis belle-maman et cette anxiété-là est encore bien présente, mais je pense que j'arrive à la contrôler, somme toute, plutôt bien. C'est sûr qu'il y a des épisodes quand je suis plus fatiguée ou quand je suis en remise de manuscrit, donc que je pratique mes 2 métiers, la coiffure et l'écriture, comme en alternance, puis que je fais comme du 50 heures semaine en travaillant aux 2 endroits. L'anxiété revient plus facilement dans ma vie, mais
on s'en sort avec les bonnes ressources, avec consulter, médication ou pas, tu sais, selon toi, ce que c'est, tu sais, jamais que je vais dire, hey, prends de la médication, c'est pas ça. Moi, dans mon cas, ça a été une bonne chose, mais ce n'est pas la solution pour tout le monde. Mais d'en parler, de lire, de s'instruire sur le sujet, s'il vous plaît, ne restez pas tout seul avec ce mal-être-là à l'intérieur. Ça ne peut que empirer. Par ailleurs, pour terminer, je vais vous suggérer quelque chose, une lecture vraiment chouette liée à l'anxiété. Il s'agit d'un recueil sur l'anxiété. Gère tes fesses, fille, dans lequel je n'ai pas écrit une nouvelle, mais dans lequel j'ai écrit la préface. Quand on m'a demandé, quand Andrea Le Sieur, que vous connaissez sans doute sur les réseaux sociaux, elle est très active sur Instagram, elle gère la page Dans mon petit univers, quand elle m'a approchée pour me demander si j'acceptais d'écrire la préface de ce recueil-là, bien, tout d'abord, elle voulait que j'écrive une nouvelle, mais je pensais ne pas avoir le temps à cause des projets en cours. J'avais peur que, bon, j'arrive pas à tout gérer ces projets-là. Elle m'a demandé d'écrire la préface. J'ai accepté avec grand bonheur. Finalement, ça aurait pu être une nouvelle parce que ma préface est aussi longue que certaines nouvelles. Mais j'ai accepté avec grand plaisir et je veux vous le montrer, ce recueil-là, parce que, en fait, il a été mis sur pied. Les fonds, je vais vous lire à l'arrière, vous allez tout comprendre là. Je vais vous lire ça. Le Centre de rétablissement Le Renfort est un organisme communautaire qui vise le soutien, l'intégration et l'accompagnement des personnes vivant ou ayant vécu une problématique en santé mentale ainsi que leurs proches dans l'actualisation de leur projet de vie, dans le but de leur permettre de retrouver leur pleine citoyenneté. Nous avons choisi d'offrir les profits de la vente du recueil à cet organisme afin de l'aider à poursuivre son implication dans la communauté du Lac-Saint-Jean et pour les remercier à notre manière de soutenir une des fondatrices du projet, Andrea, celle que je vous ai parlé, depuis de nombreuses années. Le Centre de rétablissement Le Renfort n'est aucunement lié au projet, mais c'est tellement un beau projet. Je vais vous nommer les autrices qui ont fait partie du recueil. Il y a Félicia Lemire, Andrea Le Sieur, Sophie Vaillancourt, Marie-Hélène Cyr, Karine Chevrier, Sarah Miel, Christine Laramé, Marie-Claude Blais, Caroline Grégoire, Jessica Léveillé, Alex Gauthier et Mélanie Chauvette. C'est un recueil absolument merveilleux. Chacune des autrices a écrit une nouvelle concernant l'anxiété. C'est juste, ça fait du bien à lire et j'ai écrit la préface, donc je vous le recommande. Si jamais vous connaissez quelqu'un qui détient ce recueil-là et que vous avez envie de l'emprunter ou peut-être d'aller poser la question à Andrea Le Sieur sur les réseaux sociaux, il s'agit d'un recueil absolument merveilleux. Alors, je voulais vous parler de cette lecture-là. Pour finir, je veux vous dire, si vous ressentez un malaise, que vous pensez que vous faites de l'anxiété, que vous avez un trouble avec l'anxiété généralisée, n'hésitez pas à consulter, parlez-en à votre médecin. Il y a des ressources qui existent et il ne faut pas rester tout seul avec ce mal-là. Ça ne peut qu'amplifier, alors n'hésitez pas, parlez-en.